Si je vous dis acteur français de légende, vous pensez à qui directement? Je pense qu'on pense tous au même. Et ça tombe bien, c'est le numéro 1 du classement. Bonjour à tous, aujourd'hui on revient sur les comédiens de légende, ceux qui ont marqué l'histoire du cinéma, et je vous propose qu'on découvre ensemble qui sont les 10 plus grands acteurs français. Alors vous allez me dire, un grand comédien c'est quand même quelque chose de super subjectif, et vous avez entièrement raison. Alors de mon côté, pour faire un calcul et faire ce classement, je me suis appuyé sur le box-office cinéma cumulé des différents acteurs français. À chaque fois qu'un acteur joue dans un film, j'ai ajouté le score du film au cinéma dans le total du comédien, et ça nous donne donc la liste des 10 acteurs qui ont rassemblé le plus de monde au cinéma. Ça a plein de défauts comme méthode de calcul. Par exemple, il suffit qu'un comédien ait un tout petit rôle dans un très gros film pour booster son classement. Donc il ne faut vraiment pas voir ce classement comme une échelle de valeur. Le numéro 2, c'est pas forcément un meilleur acteur que le numéro 8, loin de là. Mais ça nous permet simplement de faire un petit tour d'horizon du cinéma français et découvrir quels sont les comédiens qui ont marqué notre cinéma et qui ont fait se déplacer le public dans les salles. Et on commence tout de suite avec le numéro 10, 10 comme les 10 doigts de la main, le 1, le 0, le binaire à lui tout seul, l'alpha et l'oméga, le yin et le yang, le zizou du cinéma, Alain Delon. Il a commencé sa carrière en 1957 et il joue encore de nos jours un petit peu. Il a 87 films à son actif et cumule 137 millions d'entrées en salle, quand même. Au départ, rien ne présageait qu'il aurait une grande carrière dans le cinéma. Quand il a 17 ans, il s'engage dans la marine et il part pour l'Indochine où il participe au combat. De retour en France, il fait différents petits boulots. Il n'a donc pas vraiment de formation de théâtre ni l'envie de travailler dans ce milieu. Mais il a un immense atout, il est beau gosse. Et c'est vraiment grâce à son physique exceptionnel qu'il va être repéré, c'est sa petite gueule d'ange qui va lui offrir ses premiers rôles. En 1958, sur le tournage de Christine, il va rencontrer la jeune star de Sissi Impératrice Romy Schneider, et c'est le début d'une liaison qui va durer 5 ans et qui va être couverte par toute la presse people mondiale, ce qui va accélérer encore plus la carrière d'Alain Delon et iconiser Alain Delon et puis aussi Romy Schneider au rang de sex symbole. Alain Delon enchaîne ensuite les succès, Plein Soleil, Rocco et ses frères ou Le Guépard, et dans les années 70, c'est lui le roi du monde. L'Insoumis, La Piscine ou Le Samouraï, c'est lui le big boss du cinéma d'auteur. Il va d'ailleurs énormément capitaliser sur sa notoriété. Alain Delon devient une marque associée un peu à la French class. Il associe son nom à des lignes de vêtements, des lunettes de soleil, des parfums, du champagne, même du cognac et des cigarettes. Bref, le cinéma est Alain Delon et Alain Delon est le cinéma, jusqu'au jour où arrive son rival de toujours, Bébel la grande gueule. Alors que Delon joue le brin ténébreux dans des films d'auteur, Jean-Paul Belmondo, lui, joue le blagueur cascadeur dans des productions populaires, et les deux vont se tirer la bourre au box-office pendant une quinzaine d'années. Mais voilà, plus le temps passe et plus Alain Delon devient une caricature de lui-même, il se complaît dans des rôles très auto-centrés où la caméra ne le quitte plus, et il joue des génies ténébreux, torturés. Dans les années 80, il enchaîne les navets, et son naufrage le plus symbolique, c'est Le Jour et la Nuit en 96, réalisé par Bernard-Henri Lévy. Le film est dézingué par la critique et les spectateurs, et il est régulièrement cité comme un des films les plus mauvais de l'histoire du cinéma. C'est un cas d'école tellement rien ne va, mais il a quand même une très grande qualité, il était tellement mauvais qu'il a stoppé net la carrière de BHL comme réalisateur de fiction. On en revient à Delon, son dernier rôle à ce jour dans une grosse production pour le cinéma, c'est Jules César dans Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques en 2012. Et alors, déjà le film est nul, puis son rôle c'est clairement une autoparodie, il joue un César qui est mégalo, égocentré, sûr de lui. Ça enfonce le clou, Alain Delon est devenu une mauvaise parodie d'Alain Delon. César a tout réussi, tout conquis. C'est un guépard, un samouraï. C'est donc un acteur qui a clairement perdu de sa superbe, mais ça reste pour autant une des légendes du cinéma français. Et moi je dois avouer que j'ai vu assez peu de ses films, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous conseillez. Et maintenant on passe au 9e acteur, le splendide Christian Clavier. Christian Clavier a démarré sa carrière en 1973, il a joué dans 70 films et il a réuni plus de 140 millions de spectateurs au cinéma pour l'instant. Au début des années 70, Christian Clavier c'est un élève un peu normal, il étudie au lycée Pasteur de Neuilly et il va se faire des potes plutôt sympas. Michel Blanc, Gérard Jugnot et Thierry Lhermitte, ils sont tous dans la même classe et ensemble ils vont décider de monter une troupe de théâtre qu'ils vont appeler Le Splendide. Ils vont être rejoints rapidement par Josiane Balasco et Marianne Chazelle et ensemble ils vont écrire et jouer des petites pièces qui les font marrer. La suite on la connaît. Après plusieurs petits succès au théâtre, leur pièce Amour, coquillage et crustacés est adaptée au cinéma par Patrice Lecomte en 1978 sous le titre Les Bronzés. Et là, c'est le début d'un immense succès pour tous les membres du Splendide et en particulier pour Christian Clavier. Dans les années 80, on va le retrouver dans Le Père Noël est une ordure ou dans Papy fait de la résistance. Dans les années 90, il va donner la réplique à Jean Reno dans Les Visiteurs et il incarne le mythique, l'incroyable, l'inégalable Jacouille la fripouille qui est un peu la quintessence de son style. En fait, on pourrait presque classer toutes ses performances sur l'échelle de Jacouille. Il fait plus ou moins du Jacouille selon ses rôles. Au début des années 2000, il devient Astérix dans le film de Claude Zidi, puis dans celui d'Alain Chabat qui seront deux énormes succès. Et depuis, Clavier c'est toujours le maître des comédies populaires. La série Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Les Profs, Babysitting 2, Kaamelott.
Il continue d'enchaîner bon nombre de succès et tourne toujours autant aujourd'hui, malgré ses 70 ans. J'en connais une qui doit être fière. On va d'ailleurs le retrouver bientôt au cinéma dans Les Trois Vengeances de Maître Poutifard de Pierre-François Martin Laval. C'est une comédie familiale, c'est l'histoire d'un prof à la retraite qui décide de faire payer à ses anciens élèves des années de chahut et d'humiliation qu'il a vécues. Évidemment que je vais aller le voir, et évidemment que j'espère qu'il sera le plus haut possible sur l'échelle de la couille. Et c'est parti pour l'acteur numéro 8, Michel Serrault. Il a tourné dans 133 films de 1954 à 2007 et a réuni 146 millions de spectateurs dans les salles. Michel Serrault, c'est d'abord un acteur de théâtre. Il débute au cinéma en 1954 avec le film Ah les belles bacchantes de Jean Laubignac. Mais bon, c'est pas la consécration, il retombe assez vite dans l'anonymat, et pendant plusieurs années, il enchaîne les petits rôles au cinéma tout en continuant de jouer au théâtre. Et il a bien fait de pas lâcher le théâtre, parce que c'est là que viendra la consécration. En 1973, la pièce de Jean Poiret, La Cage aux folles, connaît un succès triomphal et fait directement de Michel Serrault une grande vedette. En 1978, la pièce est adaptée au cinéma et connaît un gros succès aussi, et d'ailleurs, encore aujourd'hui, La Cage aux folles, c'est un film culte, et pour son rôle, Michel Serrault obtient le César du meilleur acteur. Ensuite, le comédien alterne entre drame et comédie avec toujours beaucoup de succès. En 85, il est à la tête d'affiche de On ne meurt que deux fois. Et ben bim, deuxième César. En 95, il joue dans Nelly et Monsieur Arnaud. Et ben allez, un troisième petit César. Il a continué de jouer jusqu'à la fin de sa vie, et à la fin, il s'est spécialisé dans les rôles de pépé campagnard, un peu franchouillard, un peu bougon, mais avec un grand cœur, comme par exemple dans Les Enfants du Marais, Le Papillon, Albert est méchant ou Les Enfants du Pays. Maintenant, on va parler cascade, gros bras et rigolade avec le numéro 7, Jean-Paul Belmondo. Avant de préparer cette vidéo, je savais pas du tout, mais la carrière de Belmondo, elle a été assez romanesque. Au début, il a été boxeur pro, ensuite il a galéré à intégrer le conservatoire, tous ses profs le trouvaient super nul, il se faisait lyncher, lui il faisait n'importe quoi, il a failli détruire sa carrière en faisant un fuck aux membres du jury. C'est le bordel et ça mérite clairement une vidéo à part entière. Mais en bref, après des débuts assez chaotiques, c'est un autre rebelle qui lui donne sa chance, Jean-Luc Godard dans À bout de souffle en 59. Et là, Belmondo devient instantanément une star, et puis après il enchaîne les succès, L'homme de Rio de Philippe de Broca, Pierrot le Fou, toujours de Godard, Les tribulations d'un Chinois en Chine, La sirène du Mississippi de Truffaut, on l'arrête plus. Dans les années 70, Belmondo alors c'est le roi du monde, et il arrive à créer sa marque de fabrique. Tous les ans, toujours à la même période, vers octobre, il y a un nouveau Belmondo qui sort, avec toujours la même affiche. Les titres sont quasiment toujours les mêmes, le professionnel, le magnifique, l'incorrigible, l'animal, et il y a bien sûr le mot Belmondo écrit en gros, et il a son style bien à lui dans ses films, il joue en faisant des caisses, il rigole, il a une grande gueule, et réalise lui-même toutes ses cascades. La formule est généreuse, et donc ça plaît. En 1985, il tourne Hold Up, une comédie policière d'Alexandre Arcadi, mais sur le tournage, il se blesse sérieusement en exécutant une cascade, et donc à ce moment-là, il a 52 ans, il se dit que peut-être les films d'action, il en a fait le tour, et donc il décide de retourner à ses premiers amours, le théâtre. Et il va rencontrer un vrai triomphe au théâtre jusqu'en 2015, l'année où il décide d'arrêter sa carrière, à l'âge de 82 ans quand même. On passe maintenant au numéro 6, c'est un acteur incroyable, mais à cause de la série 10%, maintenant il est toujours associé à un chien dans ma tête. C'est comme Beethoven, je pense toujours au chien avant de penser au compositeur. Enfin bref, parlons de Jean Gabin. Il a joué dans 95 films de 1930 à 1976 et il compte 174 millions d'entrées. Jean Gabin débute sa carrière sur la scène des Folies Bergères, il joue pas encore la comédie mais il chante et il danse. Et après plusieurs années, à un moment donné, on lui propose un rôle au cinéma dans le film Chacun sa chance en 1930, et là ça lui plaît, il a envie de continuer dans ce milieu-là, mais le problème c'est qu'il galère, il joue que dans des tout petits films, c'est pas évident d'en vivre, et ça pendant 6 ans. Le vent tourne en 1936, Julien Duvivier le fait jouer dans La Belle Équipe et dans Pépé le Moco l'année d'après. Et ben ça y est, sa carrière est lancée. En 2 ans, il va tourner dans les films qui sont considérés comme les plus grands classiques du cinéma français, La Grande Illusion, Gueule d'amour, Le Quai des Brumes, La Bête humaine ou encore Le jour se lève. Tout va bien pour Jean Gabin jusqu'en 1939, là la guerre éclate et il est mobilisé pour se battre. Mais bon, vous savez comment ça s'est passé, la France s'est pris une tatane et en 1940, tout le nord de la France est occupé par les Allemands. En 1941, Jean Gabin décide alors de quitter la France pour ne pas tourner des films pour les Allemands, et donc il va aux États-Unis et là il va jouer dans 2 films, La péniche de l'amour et L'imposteur. En 1943, Gabin s'engage dans les forces françaises libres du général de Gaulle et participe à la libération de la France, mais lui aussi il a eu une vie de fou qui mériterait complètement une vidéo. À la Libération, il revient en France et il continue le cinéma, mais il a du mal à retrouver du succès, parce qu'il est associé à l'avant-guerre, il fait un peu vintage, là où les gens veulent du neuf, veulent de la nouveauté. Mais bon, il se décourage pas, au contraire même, il se dit « Ok, vous me voyez comme un mec relou, coincé, un peu vieux jeu ? Eh ben c'est exactement ce que je vais être. » Et donc il va se spécialiser dans les rôles du patriarche autoritaire, têtu, l'homme d'expérience, froid et ferme. Et donc de 1950 jusqu'aux années 70, il va cultiver son personnage, et là, il va renouer avec le succès. Il va jouer avec Bourvil, Brigitte Bardot, Belmondo, Fernandel, Lino Ventura, Louis de Funès, ou encore Alain Delon.
Du côté du box-office, je vous ai dit qu'il avait réuni 174 millions de spectateurs. Eh ben c'est pas vrai du tout, je vous ai menti. En fait, on a commencé à compter les entrées au cinéma ce mois après la Seconde Guerre mondiale. Donc on estime qu'un tiers de la carrière de Jean Gabin n'est pas comptabilisé dans ces chiffres-là, et donc c'est très probablement plutôt le deuxième ou troisième plus grand acteur français de tous les temps. On arrive maintenant au milieu du classement avec Fernandel. Fernandel, sa carrière s'étend de 1931 à 1970, donc quasiment sur la même période que Jean Gabin. Lui, il a joué dans 124 films et a réuni plus de 200 millions de spectateurs dans les salles. Or là, tout pareil que pour Jean Gabin, une grosse partie de sa carrière n'est pas comptabilisée dans ces chiffres. Et donc, il semblerait même que Fernandel soit l'acteur français qui réunit le plus de monde au cinéma. Ici, il est 5e, mais il mériterait d'être premier. Né dans une famille de comédiens, Fernand-Joseph Désiré, alias Fernandel, commence à travailler à la Banque Nationale du Crédit, avant de se rendre compte que c'est chiant en fait. Donc il plaque tout pour devenir un artiste, il chante dans les cafés-théâtres tout en faisant quelques petits boulots alimentaires à côté. En 1928, il monte à Paris et se produit au musical Bobino. Et là, c'est un super succès. Il va se faire remarquer notamment par le réalisateur Marc Allégret, qui va lui proposer de faire un petit peu de cinéma et de jouer dans Le Blanc et le Noir, scénarisé par Sacha Guitry. Et depuis, son succès va jamais s'arrêter. Et comme il a un faciès assez particulier, on va souvent lui coller des rôles de gentils, de gros naïfs un peu bêtes mais au cœur d'or, et cette image va lui coller à la peau et ça lui attirera la sympathie du public. La fille du puisatier de Marcel Pagnol, L'Auberge Rouge, La Vache et le Prisonnier, Don Camillo, Ali Baba et les 40 voleurs, pendant 40 ans c'est le plus gros champion du box-office, mais pas que, puisque c'est aussi une grande vedette de la chanson. Il avait du poil aux pattes, félicite. Aussi. Bref, c'était une icône, et il était même connu à l'international. Le général de Gaulle en 68, alors qu'il était président de la République quand même, a indiqué que Fernandel était le seul Français plus célèbre que lui dans le monde. Pour le numéro 4, on reste sur un artiste aux multiples talents, à la fois chanteur et acteur. Je ne parle pas de Carlos, encore moins de Patrick Bruel, mais bien sûr de Bourvil. Bourvil a démarré sa carrière en 1942, il a joué dans 57 films, ce qui est plutôt peu en comparaison à tous les autres acteurs du top, et il cumule 205 millions d'entrées. Adolescent, il travaille comme boulanger, mais il est passionné par le chant. Donc à un moment donné, il décide de tout plaquer pour aller vivre de son art. Il commence par reprendre les titres de Fernandel, avant petit à petit de composer ses propres titres à lui. Il est originaire de Normandie, et d'ailleurs son pseudo vient de sa ville natale, Bourvil. Et donc il monte à Paris et réalise des numéros de comiques paysans, il caricature en fait les traits des personnages de la campagne, et donc forcément à Paris, ça fait bien marrer. Il y a des choses qui changeront jamais. Il va notamment écrire et chanter la chanson Les Crayons qui va plaire au réalisateur Jean Dréville, qui va lui demander de l'interpréter dans son film La Ferme du Pendu. Et ensuite, la carrière de Bourvil est lancée, il enchaîne les succès, et un peu comme Fernandel, il va se construire un personnage de gentil naïf. En 1954, il joue dans Poisson d'avril et fait la rencontre de Louis de Funès, qui est à peu près l'exact opposé de Bourvil. Bourvil, c'est un personnage nonchalant, gentillet, un peu bêta, alors que De Funès, il est petit, nerveux, autoritaire et colérique. Et donc ces deux opposés mis ensemble, ça va cartonner. Ils vont jouer après dans Le Cornu en 64 et bien sûr dans La Grande Vadrouille en 66, les deux réalisés par Gérard Houry, et ça va être deux immenses succès de la comédie populaire. Et en plus, même si leur jeu et leur façon d'appréhender leurs personnages sont totalement opposés, les deux acteurs s'apprécient pour de vrai énormément et vont rester amis toute leur vie. Au début des années 60, Bourvil est une superstar, sa popularité dépasse les frontières françaises et il joue dans plusieurs films américains comme Le Jour le plus long en 62. Et au début des années 70, il avait notamment pour projet de retrouver Louis de Funès et Gérard Houry pour une comédie en costume intitulée La folie des grandeurs. Malheureusement, il va décéder peu de temps après suite à un cancer et donc il ne va jamais pouvoir concrétiser ce projet. C'est Yves Montand qui va reprendre son rôle. Et on passe maintenant tout de suite au podium. Et alors si toutes les autres personnalités, je m'attendais à les trouver là, ça a été une sacrée surprise. Michel Galabru. De 1949 à 2016, Michel Galabru cumule 221 millions d'entrées pour 196 films. Premier prix du Conservatoire national d'art dramatique, Michel Galabru entre à la Comédie Française en 1950. Mais pour lui, il va se passer l'exact opposé que pour Belmondo. Son talent est reconnu par la profession, mais il a du mal à être remarqué par le public. Pendant 20 ans, il va enchaîner les tout petits rôles un peu nuls, il joue dans tous les nanars du monde, pour vivre bien sûr, et aussi pour que quelqu'un le remarque enfin. La reconnaissance va arriver un peu par hasard en 64, il y a un petit film qui est en préparation avec Louis de Funès, Le Gendarme à Saint-Tropez. Le film doit faire briller de Funès, donc le producteur a dit au réalisateur « Tu prends Louis de Funès, et à côté, en face de lui, je veux que des ringards ». C'est comme ça qu'a été casté Michel Galabru et qu'il a obtenu le rôle du commissaire Gerbert. Ce film, ça va permettre de reconnaître son talent comique et ça va devenir un acteur omniprésent dans les comédies françaises. Il va jouer dans Le Grand Bazar, Le Viager, Flic ou Voyou, Papy fait de la résistance, La Cage aux folles, Les Sous-doués, il va même retrouver Louis de Funès dans les 5 suites du gendarme et puis aussi dans L'Avare. Pour autant, il va rester cantonné à des seconds rôles jusqu'à la fin de sa vie.
Il joue à bras raccourcis dans Astérix et Obélix contre César en 99. Il a un petit rôle dans Bienvenue chez les Ch'tis en 2008. Mais voilà, ça ne deviendra jamais une icône au même titre que les autres comédiens du top. Mais bon, il a quand même joué dans tellement de films qu'il est sur le podium des plus grands acteurs de l'histoire, ça chapeau. Maintenant c'est parti pour le numéro 2, alors on sait plus bien s'il est français, belge, russe ou émirati, j'ai nommé Gérard Depardieu. Il joue depuis 1970, il a tourné dans 199 films et il cumule 226 millions d'entrées au cinéma. Gérard Depardieu est issu d'un milieu plutôt modeste, c'était même un petit délinquant quand il était ado, il participait à des combats de boxe clandestins. Mais bon, lors d'un voyage à Paris, il se découvre une passion pour le théâtre et il fait ses premiers pas au cinéma en 70 dans Le cri du cormoran le soir au-dessus des jonques de Michel Audiard. Le cri du cormoran le soir au-dessus des jonques, est-ce que c'est possible de faire plus français comme nom de film ? Bref, après ses tout premiers rôles, Depardieu est révélé auprès du grand public en 1974 pour son rôle de gentil voyou en cavale dans Les Valseuses de Bertrand Blier. Il va ensuite garder cette image de petit rebelle à grande gueule pendant quelques années, mais va ensuite s'attaquer au drame comme à la comédie, et il va tourner avec les plus grands réals, Godard, Truffaut, François Ozon, Francis Weber, Alain Chabat et même Ridley Scott. Il va également obtenir 2 Césars du meilleur acteur, un pour Le Dernier Métro et un autre pour Cyrano de Bergerac. Au fil des années, sa popularité va s'effriter entre son exil fiscal en Belgique, ses positions pro-russes et sa dépendance à l'alcool, mais pour autant, il est toujours considéré comme un des plus grands acteurs français, et il est reconnu pour être capable d'exceller dans tous les registres, et ça, c'est pas commun. Et il continue à beaucoup jouer, on l'a retrouvé en 2022 dans Irréductible et dans Maison de retraite par exemple, et il devrait jouer dans le prochain film de Michel Hazanavicius, La plus précieuse des marchandises. Et maintenant, il est temps de découvrir le numéro 1, je suis sûr que vous l'avez, c'est la référence du cinéma d'humour en France, Louis de Funès. De 1946 à 1982, il a joué dans 132 films et a attiré 316 millions de spectateurs au cinéma, quand même. Louis de Funès commence à travailler à 16 ans et alors il enchaîne les petits boulots. Il a été comptable, fourreur, étalagiste, décorateur, mais il se fait tout le temps virer pour sa maladresse et sa flemme. Une fois, il a même été viré parce qu'il a foutu le feu à son usine. Le mec était déjà une blague dans la vraie vie. Et alors, un jour, on lui propose un poste de pianiste dans un petit cabaret, et petit à petit, il prend goût à la scène, et il décide à 28 ans de devenir comédien. Donc assez tardivement quand même. Le succès a donc pas du tout été immédiat, et il faudra attendre 1963 pour qu'il devienne enfin une tête d'affiche, en jouant dans Pouic Pouic. Il connaît ensuite une ascension fulgurante, et durant l'été 1964, il tourne 3 futurs super films cultissimes, Le Gendarme à Saint-Tropez, Fantomas et Le Cornio. Et alors ça y est, la machine de Funès est lancée, et il sera à jamais dans l'univers collectif le petit nerveux râleur et grimaçant qu'on connaît tous. Il jouera ensuite dans La Grande Vadrouille qui est considérée comme une des plus grandes comédies françaises, et alors avec le score de 17 millions de spectateurs, Louis de Funès devient l'acteur le mieux payé du cinéma européen. Son règne sur le box-office français va continuer grâce aux différents volets du Gendarme, Le Gendarme à New York, Le Gendarme se marie, Le Gendarme en balade, et il va également jouer dans 2 autres comédies complètement cultes, Oscar et Hibernatus. Mais voilà, on arrive dans les années 70, et Louis de Funès aimerait bien se renouveler un peu, faire évoluer son jeu. Il se tourne donc vers le réalisateur Serge Corbet, et ensemble ils vont faire 2 films assez différents du reste de la filmographie de Funès, L'Homme Orchestre et Sur un arbre perché. Le personnage de Funès y est modernisé, beaucoup moins caricatural que d'habitude, plus profond, mais évidemment ça a complètement bidé. Bah forcément, un film avec De Funès, tu veux voir du De Funès ? Donc finalement, De Funès fait un retour aux sources, il retrouve le cinéaste Gérard Houry, et ensemble ils signent 2 comédies, La Folie des Grandeurs en 71 et Les Aventures de Rabbi Jacob en 73, qui sont complètement cultes et qui ont été des super succès. Par la suite, les deux veulent travailler sur une nouvelle comédie, Le Crocodile, dans laquelle De Funès va jouer un dictateur, mais un peu avant de travailler sur le projet, De Funès est victime d'un double infarctus, et donc la comédie est annulée. Il va se reposer alors pendant 1 an, et va ensuite retourner sur les plateaux de cinéma pour L'aile ou la cuisse en 76, aux côtés de Coluche. Alors, il est un petit peu affaibli, amaigri, assisté médicalement, mais ça lui donne un peu de force dans son jeu, il a un jeu un peu plus nuancé et ouvert à l'émotion. Et donc évidemment, De Funès la superstar et Coluche l'étoile montante, les deux dans un même film, ça fait un gros succès, 5,8 millions d'entrées. De Funès va continuer à enchaîner les succès, La Zizanie, L'Avare et La Soupe aux choux, mais petit à petit, il est dépassé par un nouveau champion du box-office, Jean-Paul Belmondo. Encore lui, hein. En 80, il se voit remettre un César d'honneur par Jerry Lewis pour l'ensemble de sa carrière. C'est un genre de César d'excuse parce que la critique et les professionnels du cinéma ont toujours été très hostiles à son travail. Et en 1983, il est en contact avec la troupe du Splendide pour jouer dans un nouveau film, Papy fait de la résistance. L'idée derrière le projet, c'est de réitérer le carton de L'aile ou la cuisse et de réunir De Funès, la légende du cinéma, avec des jeunes talents montants. Mais il est victime d'un nouvel infarctus qui lui sera fatal avant que le projet ne puisse se concrétiser. Et voilà, on a fait le tour des 10 plus grands acteurs du cinéma français.
Et alors je voulais attirer votre attention sur deux éléments. Déjà, on n'est que sur des acteurs d'ancienne génération, ça c'est plutôt logique, les acteurs contemporains ils sont en plein milieu de leur carrière. Mais si ça vous dit, on pourra refaire une vidéo en prenant comme point de départ le 21e siècle, comme ça nous donnera une idée des acteurs qui sont les plus bankable ces dernières années. Et aussi, comme dirait Patrick Juvet, où sont les femmes? Dans le top, on n'a pas une seule femme. Ça a malheureusement rien de surprenant, le cinéma a toujours été et est toujours d'ailleurs un milieu d'hommes. L'essentiel des personnages principaux sont souvent des hommes, et les femmes elles sont souvent cantonnées à des rôles assez caricaturaux. La femme fatale, la ménagère, la mégère... Je vous propose de faire le test d'ailleurs. Dans les 3 derniers films que vous avez vus, il y avait combien de personnages principaux féminins et combien étaient masculins? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et donc pour rendre hommage aussi aux grandes actrices, je vous propose qu'on fasse prochainement une autre vidéo sur les actrices de légende. Et voilà, je m'arrête là, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire pour vous qui sont les acteurs de légende, et aussi qui seront les acteurs de légende de demain, de quel acteur et de quelle actrice on se souviendra. Alors d'ici là, allez au cinéma et mangez des pizzas!